Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Flouserie. Aujourd'hui, nouvel épisode avec un invité. On reçoit Frédéric qui est conseiller en gestion de patrimoine indépendant sans commission et on aura l'occasion d'en reparler. Il est également investisseur immobilier. Il nous fait le plaisir d'avoir répondu à l'invitation aujourd'hui. Salut Frédéric. Salut Julien, merci pour l'accueil. Avec plaisir. J'aurai, l'occasion de te laisser, dire quelques mots pour te présenter, dans 2 petites minutes. Juste, j'aime bien toujours poser une question en début d'épisode pour casser un peu la glace. J'aime bien demander à un investisseur quel a été son pire investissement. Donc vraiment l'investissement que tu regrettes d'avoir fait, ça peut être un investissement où tu as, perdu de l'argent, où tu as perdu du temps. Tu vois, j'ai déjà eu par exemple des investisseurs qui avaient, lancé des fermes de minage où malheureusement ça a mal fini ou d'autres investisseurs qui s'étaient beaucoup investis avec un salarié et malheureusement ils ont jamais récupéré le temps qu'ils avaient consacré à la personne. Donc voilà, si tu devais, parler, d'une des choses en tant qu'investisseur ou entrepreneur que tu as fait et que tu regrettes d'avoir fait et tu te dis que c'est, la pire des choses dans laquelle tu avais, consacré de l'énergie. C'est une question qui est assez délicate et qui me plonge dans le passé. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir répondre à le pire du pire? On fait forcément des erreurs, tu vois? On est obligé d'entreprendre et on sait pas forcément la vérité à chaque fois qu'on investit et récemment, c'était il y a moins de 2 ans, c'était du private equity. Ça m'a C'était un assez gros ticket Oui. et je le referai pas. OK. Pourquoi est-ce que tu le referais pas? Parce que les promesses, elles n'ont pas déjà été tenues. Il y a eu, OK. heu, il y a eu des très gros problèmes déjà 3 mois après l'investissement et je l'avais déjà remarqué et quand on me disait: «Mais non, il faut attendre le mois de juillet l'année prochaine, on vous le dira, vous inquiétez pas, ça va aller» et puis ça a pas duré jusqu'au mois de juillet et il y a tout qui est parti à la poubelle. OK. En private equity, c'était un fonds private equity ou tu as investi dans l'entreprise de quelqu'un que tu connaissais ou qu'on t'avait recommandé? Non, c'était quelqu'un qui avait pignon sur internet, on va dire, OK. et qui prenait des investissements divers et variés OK. et j'avais confiance en l'homme et en la société. Et D'accord. j'ai pas fait ce qu'il fallait faire j'ai investi sur le coup de l'émotion en me disant, «C'est forcément ça va marcher, c'est lui qui propose, il y a pas de problème, on va y aller» OK. et en fait, je suis pas sûr de récupérer mes billets un jour, ou même OK. Ah ouais. ou même une partie de mes billets. OK, OK. Sachant qu'en plus, problématique du private equity, tu sais pas quand tu peux sortir. Exact, exact et puis le rendement qui était annoncé en italique, tu vois, en petits caractères, ah bah, il va pas être acquis. OK. C'est, il y a eu un contrat quand même là-dessus? Il y a une date de fin en théorie ou c'est plutôt tu es devenu business angel et en fait, tu sais pas quand est-ce que tu peux faire ton exit? Non, je sais pas quand est-ce que je peux faire l'exit. OK. OK, OK. Alors on m'avait dit 7 ans minimum. Mais vraiment, pour dire la vérité, j'ai mis 21 000 € Oui. en cash et je regrette. OK. Les 21 000 €, ils auraient fait d'autres petits ailleurs, Plus facilement. plus facilement que dans le private equity. C'était OK. vraiment un effet de mode, c'était vraiment un effet de mode et je me suis dit: «Pour me diversifier, je vais rentrer là-dedans». Mais j'ai envie de placer une phrase d'un collègue qui dit toujours: «Quand vous maîtrisez un truc, arrêtez de chercher la diversification dans des choses que vous maîtrisez pas». Ouais. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. Ça a été une erreur. Voilà. Moi, je sais que le private equity, j'en ai fait quand j'étais, enfin pour des clients, quand j'étais, banquier, en banque privée parce que, bah, forcément on avait des clients qui avaient des surfaces financières de plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros. Là, pour moi, le private equity, ça peut avoir du sens parce qu'à la fin, quand ton client, il veut vraiment se diversifier et qu'il a autant de cash, tu te commences à être un peu à court. Tu vas pas non plus lui faire, des millions d'euros de produits structurés ou bon, des ETF, tu lui en proposes, mais voilà, tu peux pas non plus, te permettre qu'à chaque fois que, il y a quelqu'un tous dans le monde, son portefeuille perd -5, -10. L'avantage du trade equity, c'est que c'est pas forcément coté au jour le jour. Donc entre guillemets, «la ligne bouge pas aussi», hein. C'est quand même à la fois des fois confortable pour le conseil, mais aussi des fois pour le client qui a des fois du mal à comprendre cette variation dans la cotation des actifs. Mais c'est vrai que je te cache pas que c'est très à la mode aujourd'hui sur internet et honnêtement pour moi, il y a, 95 si ce n'est 99 des gens qui ne devraient pas faire de private equity parce que la base, je pense pour moi, c'est de pouvoir avoir plusieurs lignes dans plusieurs fonds ou plusieurs boîtes tout simplement et malheureusement, ça demande tellement de cash que pas beaucoup de gens ont, l'opportunité là et l'espace, financier pour le faire. Je suis d'accord avec toi.
OK, bah, écoute, merci déjà pour cette anecdote. Si maintenant tu devrais te présenter en quelques mots à nos auditeurs? Moi, je m'appelle Veta Frédéric, je suis papa de 3 enfants. J'ai fait ma carrière entière, en Allemagne en tant que technicien de maintenance. Avec cette force de frappe, que j'avais grâce au salariat, j'ai réussi à investir massivement dans l'immobilier. Mais j'ai commencé sur le tard, il y a une dizaine d'années et après la phase de construction et de consolidation en immobilier, je suis passé dans le financier. C'est-à-dire que vous pouvez pas faire d'effet de levier pour aller en bourse. Vous pouvez pas aller voir le banquier en lui disant, «Je vous file, 10 ou 20 K et prêtez-moi 200 000 € pour que j'aille acheter des actions». Ça marche pas. Il y a l'effet, ça je pense que tes auditeurs sont déjà au courant, l'effet de levier en immobilier qu'il faut faire et une fois que tu crées du cash avec l'immobilier, avec les arbitrages et le cash flow positif, parce qu'on essaie toujours d'investir avec, cash flow positif, le cash retourne dans la bourse et là, je suis en deuxième phase, je suis en phase de consolidation et de grossissement de patrimoine grâce à la bourse. OK. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je dis toujours que l'investisseur doit avancer sur ses 2 jambes et que, l'immobilier est une jambe, mais, l'aspect, financier, en est une deuxième et que je dis toujours, parce que je vois trop souvent des investisseurs immobiliers qui sont 100 IMO. Tu sais, qui des fois ont quasiment pas de financier ou alors juste ils vont avoir une épargne de précaution et c'est vrai que autant quand tu démarres, bah, c'est normal si tu as, je sais pas, si tu, décides à te lancer dans l'investissement, tu as 10 ou 20 000 € de côté, bon, c'est compliqué de faire quelque chose en bourse, tu vas pas gagner grand chose. Tu peux éventuellement faire un apport pour de l'immobilier, mais quand maintenant ça fait quelques années que tu fais de l'IMO, si tu as pas du tout de financier, pour moi, il y a aussi un problème. J'ai été longtemps 100% immobilier, très longtemps. Et comment tu as fait ta bascule justement là-dessus? Ouais, quand je suis arrivé à un encours, assez conséquent et quand tu arrives à un seuil psychologique de comment je vais dire ça? Le seuil de tolérance au locataire, voilà, je vais dire ça comme ça pour dire rester poli. Tu cherches une autre façon de travailler et d'avancer et OK, moi je suis arrivé jusqu'à, je suis actuellement à 17 portes et les locataires, je commence à plus très bien les sentir. Et OK, OK. Donc un investisseur, 10 ans d'immobilier, on commence à en avoir un petit peu marre, ouais, on un petit commence à peu, en ouais. avoir marre, ouais, on OK. en la motivation est descendue. La Oui. motivation est descendue et la récurrence des doléances de tous les locataires, ça pèse. Franchement, ça pèse. Quand tu as et dire que c'est tout un fleuve tranquille, tu vois, l'investissement, il y a rien à faire, que c'est passif, c'est pour moi, c'est du bullshit, hein. L'immobilier, c'est tout sauf passif. C'est du travail, heu, ça se rembourse pas tout seul, c'est magique l'immobilier. Il faut pas je crache pas dans la soupe, hein. L'immobilier reste magique, mais à partir d'un certain moment où tu en as beaucoup, ça devient presque un deuxième job et c'est là que j'en étais arrivé et il fallait que j'arrête d'investir en immobilier pour passer dans le financier pour pouvoir faire une bascule qui va durer des années, hein. Je suis pas sorti de l'immobilier, hein. Je suis toujours propriétaire de tous mes biens, mais j'anticipe déjà la sortie. OK, OK. Super intéressant parce que moi je dis toujours, l'immobilier, il faut voir ça comme un business. Moi, je parle toujours de se professionnaliser dans l'immobilier. Je suis 100 d'accord avec toi que c'est pas de l'immobilier passif parce que c'est normal, hein, si à un moment donné tu veux être rentable, si à un moment donné tu gagnes de l'argent, peut-être c'est parce qu'il y a un travail. Après, personne n'a dit que enfin, toutes les différentes activités que tu peux faire seront rémunérées pareil. C'est pour ça aussi que c'est intéressant d'aller dans l'immobilier parce que c'est souvent là où le travail que tu vas faire sera très bien payé. Mais voilà, je suis d'accord avec toi, il y a du travail. Tu peux pas dire que l'immobilier ça va tourner tout seul. Pour revenir un tout petit peu en arrière, tu te souviens un petit peu à quel moment tu t'es dit que ça valait le coup d'investir? Qu'est-ce qui t'a fait le déclic là-dessus? Et quelle était un peu ta vision ou en tout cas, quand tu es parti là-dedans, est-ce que c'était un petit peu par hasard ou tu avais déjà une vision assez claire de là où tu voulais aller en termes d'investissement? Non, je me suis dit: «Je dépends», c'était vraiment il y a 10 ans, on n'avait pas tous ces podcasts et toutes ces vidéos sur YouTube et en réfléchissant, je me suis dit: «Je dépends seulement d'un salaire». J'avais un très bon salaire, j'ai une très belle maison, mais je me suis dit: «Le jour où ce salaire, il s'arrête», j'ai dit: «J'ai rien». Je vis toujours super bien, hein, mais j'avais pas une grande épargne de précaution. Je changeais de voiture assez souvent, j'allais, 1 à 2 fois par an en vacances, je faisais comme tout le monde, la routine habituelle. Mais je sais pas, j'ai eu un flash, avant mes 40 ans en me disant, «Mais si demain ça s'arrête, comment que ça va continuer?» Et là, je me suis dit,
il faut construire de l'immobilier pour la retraite pour que dans 20 ans, ça soit payé quand j'irai à la retraite. Et c'est avant mes 40 ans que j'ai commencé. Je devais avoir 37 ou 38 ans. J'ai commencé avec une maison neuve Oui. pour du locatif. Hein. J'avais déjà construit ma RP. OK. J'ai construit ma RP, mais j'ai commencé avec une maison neuve en CCNI, OK. contrat de construction. Je sais Mais plus. et maîtrise de j'ai plus le I, je crois que c'est, De j'en faisais des maison construction de maisons individuelles. de maison individuelle, ouais, pardon. Ouais. Et après ça, j'ai eu le prêt à la banque. J'avais acheté le terrain et puis je l'ai loué. Il y a eu le Covid. Je l'ai vendu. J'ai fait une plus-value nette de 45 000 € en 2 ans. OK. Très bien. Ça a été, le déclic pour, après entre-temps, dans les 2 années-là, j'avais déjà acheté de l'autre immobilier. J'avais déjà acheté un immeuble, des apparts et puis je me suis lancé dans le locatif, dans l'Airbnb et OK. Tu as acheté tout ton immobilier en France? oui, OK, parce que tu m'as dit que tu m'as dit en off que tu avais travaillé en Allemagne, c'est bien oui, ça? j'étais frontalier en Allemagne, ouais, pendant, OK, OK, OK. mais je rentrais tous les jours en France, hein. OK. J'étais pas un travailleur allemand. OK. Et il y avait aucun problème pour les banques pour te suivre? Parce que je sais que ce sont des questions qu'on peut me poser, donc je trouve Non, ça intéressant de non, non, demander à quelqu'un qui était concerné. non, aucun problème. Non, OK. les salaires, ils arrivent en France, Oui, payés par une boîte normale, hein. tout à fait, tout à fait. Ouais. OK, super intéressant là-dessus. Et tu avais déjà des notions de rendement, rentabilité, de te dire, parce que bon, j'imagine, la première maison que tu as fait construire, pour du locatif, tu as fait une très belle plus-value dessus. Je sais pas le taux de rendement, j'imagine que ça doit être quelque chose entre 6 et 8. Souvent difficile de faire un petit peu plus sur des maisons, sauf si tu me sauf si tu me dis le contraire. Et après, sur les appartements, comment tu as géré ton truc? Comment tu t'es dit: «OK, je vais plutôt partir sur des appartements tout de suite immeubles de rapport ou appartements en cocro?» Quel a été un peu ton chemin là-dessus? Je me souviens d'avoir acheté le terrain et en même temps, j'avais vu mon expert comptable et je lui ai dit: «Je vais me lancer dans l'immobilier». Il m'a dit: «Ouais, c'est cool». Il m'a dit: «Attends, on va calculer, SCI, l'IS, nom propre et tout, les impôts» et en fait, on arrivait toujours à un effort d'épargne monstrueux et je lui ai dit: «Mais en fait», j'ai dit: «C'est impossible». Je dis: «Ça marche pas» et «Bah, c'est compliqué, nanani». Enfin, il m'a expliqué toute la fiscalité, je connaissais pas du tout, hein. OK. Et je lui ai dit: «C'est impossible d'acheter de l'immobilier parce qu'il y a tellement d'impôts derrière, vu qu'on a encore le prêt à rembourser» et j'arrivais pas à comprendre les montages. Je me dis: Ça marche pas» et d'un coup, il me dit: «Oui, mais il y a le statut meublé aussi» et il m'explique et il me dit: «Bah, là, tu es pas imposé, bah, je dis: «Beh, c'est ça qu'il faut faire alors». Il me dit: «Oui, tu peux faire du meublé, tu seras tranquille» et donc j'ai commencé en 2017 directement, la maison, je l'ai mis en meublé En meublé directement? OK, et j'étais à l'équilibre. OK, J'étais à 0, je aucun effort d'épargne. OK, donc on va dire prêt plus taxe foncière payée par le loyer. Ouais. Ouais, j'avais tout, je sais maintenant je pourrais plus dire les chiffres, c'est de combien j'avais mis pour payer le terrain, mais il me semble, si je dis pas de bêtises, je devais avoir du 110 j'ai dû avoir. Parce qu'en 2017, c'était pas une époque où il y avait trop de blocage. OK. Oui, Donc c'était la belle époque où tu avais des taux à 1 et tu pouvais, ah oui, utiliser voilà, tu savais c'est, certainement utiliser ce qu'on appelle, alors moi j'ai toujours, je sais pas si toi tu en as entendu parler, le fameux calcul différentiel. Alors je sais pas qui sur internet avait popularisé ce terme. J'ai parlé une fois avec un investisseur qui m'a dit que son banquier lui avait dit qu'il faisait du taux différentiel, mais moi en banque, je n'ai jamais rencontré un banquier personnellement, dans mon milieu professionnel en tout cas, de l'époque où je travaillais au Crédit Agricole, qui m'a dit: «Oui, le calcul différentiel, c'est ce qu'on applique» entre guillemets. Il l'appliquait sans savoir que ça s'appelait comme ça, donc je sais pas qui a popularisé ce nom-là, mais c'est vrai qu'en 2017, pas d'HCSF, pas de problématique. Tant que, entre guillemets, «la banque» considérait que tu avais un reste à vivre intéressant, elle te suivait sur des OPIMO. ouais et après, je me souviens, j'avais construit dans une rue où il y avait des terrains de libre, il y avait, je sais plus, il y avait 6 ou 7 terrains de libre, ça se vendait pas trop et moi j'ai acheté, j'ai loué. J'ai eu une demande locative folle, franchement astronomique et j'ai rappelé la banque, j'ai dit: «Écoutez, j'ai bien compris, j'ai compris comment que ça marche». J'ai dit: «Il y a 3 terrains de libre, je vais refaire 3 maisons» OK, et la banquière, elle a explosé de rire, elle a dit: «Ah non, 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 ça marche pas comme ça». Elle a dit: vous êtes endetté à 35 Je lui dis: «Comment ça, je suis endetté à 35 Je dis: «C'est quoi ça?» et elle me dit: «Bah, on vous compte pas parce que c'était 1 000 €, c'était 950 € de crédit et 1 000 € de loyer» oui, et elle me dit: «Mais je vous compte pas 1 000 € de loyer, je vous compte que 700». Je lui dis: «Comment ça, vous comptez que 700?» Bah, elle dit: «Oui, j'enlève 30
et donc ça vous fait 250 € d'effort d'épargne. Elle me dit: «Plus la voiture, plus votre prêt sur la résidence principale, ah ben vous êtes à 35, vous pouvez plus investir». J'ai dit: «Pardon?» Et elle m'a dit: «Oui, c'est fini». Elle dit: «Vous arrêtez là». Et j'ai dit: Si c'est comme ça, je rachète le prêt de ma résidence principale et je rebascule, il me restait 12 ans à payer, Oui. 11 ou 12 ans. Je dis: «Je rachète le reste du prêt immobilier, je repasse sur 25 ans». Elle m'a dit: «Personne ne vous fera ça». J'ai dit: «Ben, on verra». Et j'ai racheté, je crois que j'avais 170 ou 180 000 de prêts sur la RP à payer, OK. 12 ans, je l'ai rebasculé sur 25 ans avec OK. avec un différé de 3 ans. Tu as trouvé facilement une banque qui t'a fait ça? Ah oui. OK. Parce que je sais que, tu vois, par exemple, moi, à l'époque, quand j'étais en banque, les réétalements de prêts sur des RP, ça faisait partie, d'un point de vue de nos calculs de risque en interne, c'était un red flag, tu vois? Non, non, moi, ils m'ont demandé le salaire, hein, domiciliation de salaire, OK. j'ai fait la banque là, après elle m'a fait 850 000 € de prêt immobilier. Ah oui, OK, c'est ouais, Je d'accord. suis allé j'ai tiré sur la corde jusqu'au bout, quoi, jusqu'à ce qu'ils me donnent plus, jusqu'à ce qu'on me dise non. Oui, bah, globalement, tu as pu aller globalement jusqu'à à peu près 1 000 000. Si tu me dis qu'il te restait, 150 000 environ, enfin 170 000 sur la RP, si tu as fait 850 000 derrière, tu as fait le fameux 1 000 000 Non, ou qui 850 000 avec la RP, ah, avec la RP. OK, avec OK, la RP. J'ai OK, 850 000 € de prêt immobilier et donc je suis OK, passé, j'ai regagné 700-800 € d'effort d'épargne mensuel OK, et avec ça, j'ai réussi à racheter tout le locatif derrière. OK, et tu as fait du coup les fameux 3 terrains pour faire des maisons ou c'est là où tu es parti sur des Non, appartements? Ouais. non, après je me suis dit: «Le neuf, c'est pas là où on gagne le plus, c'est pas là où on gagne le plus, on gagne le mieux» et je suis parti dans l'ancien. Mais mais heu, comment je vais dire ça? J'ai commencé avant l'histoire des DPE. Les DPE, ils existaient pas vraiment OK. et donc moi je dis toujours à tous les investisseurs quand ils me sortent, moi je vais pas me faire que des amis, hein, mais quand ils me sortent à 22 ou 25 ans, qu'ils veulent créer une SCI à l'IS pour pouvoir donner de l'immobilier à leurs enfants, je leur dis toujours: «Oubliez pas ce qu'ils ont fait avec les DPE». J'ai dit: «Ils ont créé une interdiction de louer pour certains biens immobiliers en disant qu'il fallait refaire, X milliers de travaux à l'intérieur pour pouvoir avoir le droit de louer». Il dit: «Et vous, vous voulez faire un projet de don d'immobilier à vos enfants dans 50 ou 60 ans, dans un pays qui peut vous sortir une loi dans 3 ou 4 ans», et je dis toujours: «Il faut rester mobile». Tu vois? Il faut pouvoir revendre vite. Revendre vite, c'est sous 2-3 ans. Quand tu sens que le vent il tourne, tu vois? Si vraiment le vent il tourne, il faudra se dire, bah, l'immobilier c'est plus comme c'était, on a trop de restrictions, ah bah, je pars dans autre chose. Mais si tu as fait un projet sur 40 ans et que tu peux pas sortir, ah bah, ils vont tous être tristes à la fin de leurs histoires. Je suis totalement d'accord avec toi là-dessus. C'est souvent ce que je dis parce que je vois beaucoup d'investisseurs qui se projettent à parfois même après la fin du remboursement de leur crédit et en fait, quand tu deviens investisseur, tu gardes jamais les biens aussi longtemps. Genre, je suis d'accord avec toi qu'il faut toujours penser à la revente parce que et en plus, ça, c'est même pas une stat d'investisseur immobilier, c'est une stat de propriétaire d'un bien. C'est-à-dire que quand les banques, elles font un prêt immobilier à taux fixe à un client, elles font leur calcul de combien va leur coûter la ressource qu'elles ont achetée, sur 7 ans. Parce qu'en moyenne, un prêt immobilier est conservé 7 ans. Alors que la majorité des gens empruntent, on va dire, entre 15 et 20, on va dire entre ceux qui font du 25 à la marge, ceux qui font du 10 à la marge, on va dire, la majorité d'investisseurs font entre 15 et 20 ans sur un prêt immobilier, que ce soit pour RP, locatif, peu importe, les 2 confondus et la banque, elle calcule que le prêt, globalement, au bout de 7 ans, il sera remboursé par anticipation. Donc effectivement, tu as entièrement raison là-dessus, c'est que les gens ne gardent plus aujourd'hui des biens immobiliers, 25 ou 30 ans. Pour moi, ça deviendra rarissime. C'était un biais de génération parce qu'à l'inverse, quand tu investis sur l'immobilier, tu achètes très souvent à des gens qui détiennent de l'immobilier depuis, 30 ou 40 ans, qui ont d'ailleurs fait les travaux à l'époque et qui les ont jamais refaits depuis. Mais, en vrai, l'investisseur IMO, le premier bien, tu vois, moi, j'ai revendu le mien au bout de 7 ans et pour moi, ça me paraît tout à fait logique. Je comptais pas le garder, 20 ans quoi qu'il arrive. Et pourquoi tu l'as revendu au bout de 7 ans? Quelle est la raison principale? Il y en avait 2. Premier, c'était récupérer du cash parce que, il y avait de la plus-value. Deuxième, c'était récupérer du cash parce qu'on avait amorti du prêt. Et c'était pas en 3 aussi parce que les impôts, ils commençaient à venir te gratter le dos? Non, parce que le bien était, en SCI à l'IS directement. D'accord, d'accord. Mais quand tu es en nom propre, 6, 7, 8 ans, c'est là où tu as fini d'amortir, enfin, où tu as, les intérêts bancaires qui deviennent plus faibles
Ouais, tout à fait. Et là, on commence à avoir du revenu foncier derrière, de l'impôt foncier. Et c'est là qu'on commence à s'en débarrasser. Et c'est ce que moi je dis toujours à tout le monde: vous gardez 7, 8, 9 ans et puis vous changez. C'est un placement. C'est là où vous mettez l'argent pour faire grossir votre patrimoine. C'est pas quelque chose où on achète, qu'on va garder et moi, il y a pas d'affectif dans les biens immobiliers. Moi, je sais que c'est transitoire, provisoire et ça me permet de m'enrichir, voilà. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Il y a rien de je sais pas si des fois tu dois avoir peut-être des clients qui viennent te voir, dans ton activité de conseiller en gestion de patrimoine, on t'en reviendra juste après, qui doivent des fois être dans ce cas-là. Moi, je sais que des fois, je vois des investisseurs qui le sont aussi. Ils ont un bien immobilier payé, donc potentiellement, ils sont assis sur, un tas d'apports pour faire de futures opérations avec des effets de levier, mais ils me disent: «Ce bien-là, je le garde parce que, sentimentalement, d'un point de vue familial, je veux le garder» et cetera, et je sais que souvent, tu sais, tu essaies de trouver les mots parce qu'après tu comprends si c'est émotionnel, ça leur tient dans les tripes, donc tu peux pas leur dire non plus être trop cash parce que sinon, entre guillemets, ils ne le prendront pas de la bonne manière, mais tu essaies de leur faire comprendre: «OK, je comprends que tu aimes bien ce bien, mais rends-toi compte de, qu'est-ce que tu préfères garder ce bien ou alors le revendre, récupérer 200, 300, parfois 400 000 € et avec 400 000 € d'apport, tu lèves 4 millions d'euros à la banque». Schématiquement, peut-être Oui, pas dans la même banque, mais dans plusieurs banques, on va dire, tu vois? Donc c'est pour ça qu'effectivement, oui, l'immobilier, faut pas avoir d'affect dedans. Je pense même que, aujourd'hui, on n'est plus dans une époque où on peut se le permettre, comme tu dis, hein, avec les DPE, avec l'augmentation des règles, avec, tu le vois, il y a des villes, en 2015, elles étaient géniales, en 2025, pardon, elles le sont plus. Des zones où, entre guillemets, qui étaient intéressantes pour de l'immobilier, qui peut-être vont commencer à ne moins l'être pour tout un tas de raisons. Donc je pense aussi qu'il faut aujourd'hui être assez agile sur ces investissements. tout à OK. fait. Et pour revenir rapidement encore une fois, je pense que ça sera la dernière question avant qu'on fasse la transition. Mais sur tes biens immobiliers, tu es parti en immeuble de rapport sur de l'ancien? Heu est-ce que tu étais quand même alerte sur les sujets de ce qu'était un immeuble, la toiture, la structure? Il y avait pas encore les DPE, à cette époque-là, même s'ils sont arrivés 2021, c'est à peu près là qu'on en a entendu parler, donc c'était quand tu avais revendu si je refais la chronologie, c'est là où tu avais revendu ton premier bien locatif, tu avais eu la plus-value que j'imagine tu as peut-être réinvesti. Quelle était ta psychologie là-dessus? Comment tu t'es formé? Est-ce que c'est via des lectures? Est-ce que c'est via rencontrer d'autres professionnels, d'autres investisseurs? Comment est-ce que tu as eu ta connaissance là-dessus, sur le sujet? Bah, moi, j'ai acheté un immeuble en 2021 et comme il était construit avant 1950, il était pas soumis au DPE. OK. Il y avait ça aussi. Il y avait à partir d'une certaine date, il y avait les DPE et avant la Les date de anciens DPE, oui. construction, il y en avait pas. Et moi, comme il était avant 1950, je l'ai acheté non soumis au DPE. Mais maintenant, il est soumis au DPE. Tu vois? OK, La date de création de l'immeuble n'a pas changé. Ah bah, l'immeuble, il est en E. OK. Le bâtiment, il existe depuis 70 ans et aujourd'hui, on me dit, «Ah bah non, le locataire, il va payer trop de chauffage». Tu vois? C'est la moi, j'appelle ça la soviétisation du pays. Sans faire de politique, mais là, c'est terrible ce qu'ils nous ont fait à nous, les investisseurs immobiliers. Après, ils ont inventé la taxe de logement vacant. Tu rien tu fais un changement de locataire au mois de décembre, tu peux être sûr que tu es mort, hein. Ils te l'année d'après, ils t'allument la tête en disant, «Il y avait personne au 1er janvier». Non. Tu dois leur envoyer tous les baux, tu dois leur courir derrière, tu dois leur envoyer, l'état des lieux de sortie, tu dois envoyer le premier bail, le second bail, leur prouver que pour moi, c'est ça qui va pas. Ils sont revenus en arrière sur la LMNP. Nous, moi, j'ai signé du LMNP en 2020-2021 et maintenant, ils vont me réintroduire les amortissements à la vente. Ils ont changé en cours de route la règle. C'est pas pour les nouveaux, c'est pas pour ceux tu vois, ceux qui en 2026 vont faire Oui. du LMNP qu'on leur change la règle. On change la règle à tous ceux qui étaient là déjà avant, à tous ceux qui étaient là avant, qui ont pris des risques et moi je moi je pense que si ça continue comme ça, ils vont vacciner les gens contre l'immobilier. En vrai, tu le vois déjà, hein. Je trouve que quand tu regardes les chiffres, encore une fois, là, tu vois, forcément, on s'adresse à un podcast où la majorité des auditeurs sont soit investisseurs immobiliers, soit s'intéressent à faire de l'investissement immo. Mais on va dire, c'est des gens qui, parce que j'en rencontre beaucoup et je discute avec beaucoup d'entre eux, ont pour la plupart plusieurs biens immo ou prévoient d'acheter plusieurs biens immo. On est déjà dans le 0,1 % des investisseurs qui, malgré toutes les règles, vont toujours essayer d'être malins, vont toujours Bien continuer sûr, à investir. bien sûr. Mais quand tu regardes les chiffres officiels à l'échelle du pays, le nombre d'investisseurs immobiliers diminue.
parce que les promoteurs peuvent plus faire de projets à cause de la règle de zéro artificialisation des sols à horizon 2050, parce que, il y a les DPE, il y a beaucoup de gens que ça leur complique parce que entre guillemets, c'est faut vraiment voir le DPE. Alors sur le principe en lui-même, moi, c'est quelque chose auquel je suis pas fermé. C'est évident qu'un logement isolé, le locataire sera mieux à l'intérieur. Par contre, comme tu dis, encore une fois, on a changé les règles en cours de route. Ça rajoute encore une barrière à l'entrée parce qu'aujourd'hui, tu peux plus faire d'investissement immobilier si tu es pas formé sur le sujet du DPE. Et on va pas se mentir, l'État, il t'a sorti une règle, mais tu pas sorti le mode d'emploi. Moi, je fais partie des gens, quand le DPE est sorti, vraiment, j'étais là en mode, «Qu'est-ce que c'est cette sorcellerie?» On n'y comprend rien et j'ai dû me former sur le sujet. Maintenant que je le maîtrise, je suis là en mode: «Bon, bah, finalement, limite, tu peux faire des bonnes affaires» parce que, le vendeur qui s'y intéresse pas, tu lui dis: «Bah, regardez, votre logement, il est en F, c'est une catastrophe, vous vous rendez compte, on peut plus le louer, le locataire, il peut pas habiter dedans» et cetera. C'est presque tu veux lui faire croire que son logement est insalubre, tu le négocies, tu changes la VMC, boum, il passe en D. Problème réglé. Tu en as eu pour aller 2 000 € maximum. Mais si tu ne sais pas tout ça, c'est des choses qui font que, entre guillemets, tu vas pas te lancer dans l'immobilier sans savoir aujourd'hui ce qu'est le DPE. Ou alors tu fais confiance à quelqu'un qui te dit qu'il sait parce qu'il te vend un projet clé en main et te dit: «Non mais t'inquiète pas, je vais refaire du DPE» ou «T'inquiète, je connais un diagnostiqueur» et cetera. Mais c'est vrai que ça rajoute des barrières à l'entrée où tu te dis: «Bah, aujourd'hui, je peux plus y aller si je connais même plus les règles du jeu actuellement». Donc Ouais, c'est vrai que, comme tu dis, ils vaccinent les investisseurs immobiliers et ça se retourne déjà contre eux parce que moi, une question que me posent tous les investisseurs immobiliers, c'est: «Est-ce que je vais arriver à louer mon appartement?» Aujourd'hui, j'ai plus aucun doute. Il y a une telle pression locative en France, il y a pas une semaine sans que j'ai pas, au moins une, voire 2, voire 3 personnes de mon entourage réel, donc en dehors de l'activité professionnelle, des gens qui me connaissaient du lycée, de la fac, qui me connaissent de la vie de tous les jours, qui me disent: «Julien, tu as pas un appartement, tu connais pas quelqu'un qui aurait un appartement?» Et il y a des endroits où pareil, quand tu disais que tu as mis ta maison à la location, tu as eu plein, plein, plein de demandes. Moi, je vois très bien pourquoi. Maison neuve, pas beaucoup de maisons neuves à la location, maison pas appartement, entre guillemets, aujourd'hui, les gens n'arrivent plus à se loger. Ils arrivent plus à se loger, comme tu dis, parce qu'entre guillemets, ils ont dégoûté les investisseurs immobiliers, pas tous, mais une partie, de vouloir y aller et il y en a beaucoup qui se disent: «Bah, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais aller investir dans l'immobilier si dans 2 ans, on me change encore les règles du jeu, alors que j'ai à peine amorti 2 ans sur mon prêt, quoi?» ouais. OK. OK, OK. Et par exemple, ton immeuble qui est en E, tu penses pas qu'on pourrait le faire passer en D facilement? Si j'imagine tu as déjà regardé? Bien sûr, bien sûr, c'est une histoire de chauffe-eau. Oui, c'est ce que Chauffe-eau, j'allais te dire. c'est une histoire de chauffe-eau. Le chauffe-eau, il fait 200 litres, il est là, ouais. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois enlever un chauffe-eau qui fonctionne pour pouvoir mettre un plus petit pour pouvoir gagner une lettre. Elle est où l'hérésie dans la chose? C'est pour ça, je voulais que tu le dises parce que justement, je voulais montrer que souvent gagner une lettre, c'est sur un truc aussi bête que changer un Et chauffe-eau. je sais, moi, j'ai des petits apparts. J'ai un autre immeuble où il y a pratiquement que des petits F2, 35 à 40 mètres carrés. Ils ont tous des ballons de 200 litres dedans et parce que ça a été fait, la dernière fois qu'ils ont changé le ballon, c'était il y a 10 ans ou il y a 8 ans, je sais pas Oui. et ils ont pas mis des ballons plus petits. Mais tous les apparts sont en E, isolés par l'extérieur, isolés par la cave et isolés par le toit, en E. Tu te, le truc est se et le bâtiment est mitoyen à gauche et à droite. Oui, Mmh. donc les perditions de chaleur sont faibles. Et ça, c'est tu vois, elle se sauve par où la chaleur? Le mec, il doit chauffer avec une pile nucléaire pour qu'on lui mette une meilleure note et c'est vraiment, enfin, puis, j'ai vu les lois changer en 10 ans et c'est plus, mais bon, il faut que je revienne sur terre. L'immobilier, c'est la première chose avec laquelle vous devez vous enrichir. Il y a pas de secret. Il y a pas de secret. C'est vous deviendrez pas aussi riche en bourse ou en faisant autre chose qu'en faisant du levier bancaire et de l'immobilier. Sauf qu'il faut, comme tu as dit, il faut apprendre les règles, il faut savoir ce que c'est un DPE, il faut connaître son marché et il y aura toujours de la demande locative. OK. Et du coup, maintenant, tu te réorientes depuis parce que pour refaire ta chronologie pour que les auditeurs puissent bien suivre, tu as travaillé du coup pendant, tu m'as dit 25 ans, en Allemagne, puis Oui, tu as arrêté ton CDI oui, pour créer une nouvelle activité? oui, je suis devenu conseiller financier non rémunéré par les fonds placés. OK, Ça veut dire que je suis indépendant au conseil. OK. C'était déjà avant que tu aurais orienté ton cash vers, l'aspect financier ou c'est depuis que tu as eu cette transition-là? Quelle a été la bascule qui a fait: «Vas-y, je commence à vendre de l'immobilier, je vais réinvestir davantage en bourse»? Bah, c'est parce que j'arrivais plus à emprunter de l'argent, j'étais à 1,2 million. OK.
J'étais à 1,2 million d'encours et je voulais plus, je pouvais plus, je voulais pas trouver de solution pour aller encore plus loin. Je voulais pas m'associer avec quelqu'un d'autre, je voulais pas faire de marchand de biens, je voulais pas arbitrer tout de suite. Et donc avec l'argent du cash flow positif, il faut bien le mettre quelque part. Et quand tu apprends à investir et à regarder et à faire attention à toutes ces choses, tu comprends les frais cachés, tu comprends l'industrie financière. Et je me suis dit: «Moi, je vais pouvoir faire du conseil financier, aider les clients, aider les gens, mais sans les pousser dans des solutions qui ne valent pas le coup». OK. Parce qu'il y a il y a des solutions où le conseiller financier est rémunéré grassement par la solution qu'il propose. Et C'est moi, toujours ce que je dis. C'est bien que tu en parles parce que moi vraiment je suis anti, CGPI rémunéré à la commission. Vraiment pour moi c'est enfin il y a un marché, tu vois? Donc bon, il y a des clients. Mais je vois bien que, quand tu vas avoir un conseil, c'est toujours ce qu'on dit, hein: «Si c'est gratuit, c'est toi le produit». Entre guillemets, pour moi aujourd'hui, personne ne va venir te donner des solutions gratuitement, pour te faire une analyse de patrimoine. Alors tu peux avoir des «solutions» entre guillemets aujourd'hui, tu as beaucoup de gens et heureusement grâce à internet, tu peux beaucoup te former sur ce sujet parce que beaucoup de gens vont parler à des audiences. On le fait via de podcast, heureusement on n'est pas les seuls. Il y a plein de chaînes YouTube, plein de gens, plein de blogs, plein de choses où, gratuitement tu peux avoir de la connaissance. Mais personne va venir passer du temps avec toi pour te, donner des conseils à prendre du temps, donc du travail pour analyser ta situation, si il est pas rémunéré à un moment donné. Donc si la personne te dit: «Bah, non, non, vous inquiétez pas, mais le rendez-vous patrimonial, il est gratuit», c'est qu'elle se rémunérera sur les solutions. Il y a pas d'autre alternative là-dessus. Et c'est vrai que pour moi, j'ai toujours eu une certaine aversion à ça parce que entre guillemets, tu te retrouves, bah, vraiment f entre guillemets, «faire des conneries». Moi, je sais que j'avais l'avantage quand je travaillais en banque que j'étais pas, comment dire? Mais je n'avais pas de commission sur ce que je vendais. Par contre, je devais vendre les produits maison. Heureusement, travaillant en banque privée, on avait quand même, une palette qui était large. Mais moi, il y avait des choses que je vendais jamais parce que pour moi, ce n'était pas intéressant. On vendait, par exemple, des LMNP à 2 de rendement à des clients. ouais, Je ne vendais pas ça parce que moi, j'étais pas à l'aise avec le client, si un client, il me disait: «Est-ce que vous l'auriez fait?» Je leur ai dit: «Bah, non, je vais pas le faire», tu vois? Donc entre guillemets, je vendais pas ça. Par contre, je sais qu'on pouvait proposer des produits structurés qu'on faisait, tu vois, je travaillais au Crédit Agricole, les produits structurés étaient faits avec, Crédit Suisse, avec la Société Générale, avec BNP, voilà, avec d'autres banques et cetera. Je connaissais le placement en fonction de comment il était fait. C'est des choses que je pouvais proposer parce que peut-être que si moi j'avais de la surface financière, j'aurais mis un billet dessus parce que je trouvais le placement intéressant, mais je proposais pas des trucs qui ne m'intéressaient pas. Pareil, les SCPI, c'est des choses qui sont très proposées par les conseillers en gestion de patrimoine indépendants rémunérés, parce que les frais sont incroyables. Il faut savoir que des fois une SCPI, elle peut rémunérer jusqu'à, 8 voire 10 le conseiller qui va vous la proposer. Moi, c'est des choses que je ne proposais pas parce que le marché de la SCPI pour moi depuis que, l'immobilier de bureau, depuis le covid, depuis que ça va moins bien, franchement la SCPI compliqué. Et c'est des choses quand des fois on peut me poser la question: «Les CPI, tu en penses quoi?» Bah, je dis la même chose que je disais à mes clients quand j'étais, en banque privée. Je ne proposais jamais de SCPI. La plupart du temps, je les vendais à mes clients qui en avaient. Mais si demain, vous voyez un conseiller en gestion de patrimoine qui vous fait une analyse gratuite et qui vous propose des SCPI, il vous propose pas des SCPI parce que le marché a changé, il vous propose des SCPI parce qu'il est rémunéré par la SCPI pour vous la proposer. et bizarrement, dans toutes les études patrimoniales, il y aura toujours une poche FCPI. Toujours. Toujours, toujours. Il dira profil modéré, je mettrai 30, profil dynamique, je mets, 60, profil, offensif, je mets 80 de SCPI. Mais c'est ça reste pour moi de la cochonnerie. Le jour, je le dis haut et fort, le jour où on me garantit un prix de sortie, je pourrais regarder la SCPI. Mais qu'on me parle de prix de part, de rentabilité et sans connaître le prix de sortie, on peut pas connaître la rentabilité. Et là, la facture, on la reçoit quand on veut sortir. Vous achetez 200 € votre part, même si c'est 5, 6, 7, 8, mais quand vous la rachetez à 160 ou 150 10 ans après, heu, vous avez mis 100 000 € dedans, on vous rachète plus que 75 000, la rentabilité, elle tombe. Elle fond comme neige au soleil. Et c'est pas, on fait de la on vend la SCPI en diversification immobilière. Moi, je dis: si vous voulez faire de l'immobilier, il faut mettre la clé dans la serrure». On peut toujours s'acheter un petit studio quelque part dans une ville et faire de l'immobilier pur.
Même si on n'a pas envie de s'embêter avec les locataires, les assurances et toutes ces choses-là, on peut déléguer dans une agence immobilière. Ça sera pas parfait, mais ça reste de l'immobilier physique et tangible. La SCPI, pour moi, c'est pas un produit que je conseille. Moi, je suis totalement d'accord avec toi et pour revenir justement à ça, du coup, comment est-ce que tu en viens à devenir, conseiller en gestion de patrimoine indépendant? Parce qu'au final, tu étais pas tu en général, c'est souvent des métiers, on y accède, si on a été banquier avant, courtier, voilà, si on a travaillé chez un assureur, qu'on avait quand même un métier connexe, c'était pas ton cas. Comment est-ce que est-ce qu'entre guillemets, tu avais déjà, toute la substance du métier avant d'y être et que finalement tu as passé des formations plus pour avoir les accréditations? Ou est-ce que c'est via les formations que tu as pu apprendre le métier? Comment ça s'est fait concrètement? Ah, c'est plus de la passion. C'est né avec le démarrage de l'immobilier OK, et la passion d'investir, de comprendre et après c'était comment que j'ai le droit de donner du conseil financier. Qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si je devais recommencer? Et après quand tu te renseignes sur comment faire, ah bah, tu te rends compte qu'il faut passer un tas d'accréditations, il faut passer l'AMF, s'enregistrer à l'ORIAS pour pouvoir avoir le droit de donner du conseil financier. C'est, ça a duré 18 mois. Ça a été, et pas 18 mois parce que j'ai loupé des trucs. 18 mois parce que c'est des choses que tu dois faire une derrière l'autre. Tu peux pas les faire en parallèle. Tu peux aller à l'étape 2 seulement si tu as fait l'étape 1. Tu vas à l'étape 3 seulement si tu as fait l'étape 2. Tu peux que avancer comme ça, si tu as fait toutes les étapes et moi ça a duré 18 mois. Au début, on me l'avait annoncé. Des fois, je postulais à des postes de CGPI, non rémunérés sur les fonds placés. Il y avait des mecs dans des cabinets sur internet qui cherchaient des conseillers et je lui dis: «Bah, je suis sur la fin, j'ai eu l'AMF, j'ai eu machin». Il me dit: «Tu as eu l'ORIAS? Tu as eu la» je dis: «Non, pas encore». Il me dit: «Oui, tu en as pour 6 mois encore». Je dis: «Comment ça, j'en ai pour 6 mois?» Ah bah, il s'était pas trompé, hein. J'ai eu, heu, j'ai eu 18 mois du début de la première formation conseiller financier jusqu'à l'ORIAS, 18 mois. OK et tu as pensé quoi de la qualité de ces formations? Heu, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop vague, déjà d'une. L'AMF L'AMF, c'est un sacré examen. Un sacré examen. Il faut avoir 16 sur 20 pour pouvoir l'avoir. Je l'ai passé en physique, à Strasbourg. Je l'ai eu du premier coup, mais je crois que j'ai travaillé dessus, tous les jours pendant 3 mois. Parce que moi, je suis pas du monde de la banque OK. et j'ai dû apprendre des concepts. J'ai dû apprendre des concepts de banque pour lesquels je me resservirai plus jamais parce que je vais jamais aller dans ces trucs qui vont essayer de m'inculquer, parce qu'on n'a pas besoin de ça pour investir. L'investissement et la finance, ce sont des choses qui sont simples et qui ont été complexifiées par l'industrie. Ça, c'est vraiment et il y a beaucoup de monde qui le disent, c'est les gens sérieux qui le disent. La complexité, c'est de rester simple. Si on monte dans des montages qui sont compliqués, c'est qu'on est allé trop loin. Parce que l'investissement est quelque chose de simple. Totalement d'accord avec toi là-dessus. Je parlais encore avec, tout à l'heure, u une investisseuse qui me posait des questions sur la bourse et elle me demandait une stratégie simple. Du coup, bah, je lui propose la stratégie classique pour quelqu'un justement qui n'a pas énormément de connaissances et n'a pas énormément de temps en bourse. Stratégie que j'ai donnée sur le podcast, hein, la stratégie des ETF avec un DCA classique, n'importe qui peut le faire et je lui disais justement ces stratégies-là, en réalité, c'est une stratégie qui bat la plupart des fonds de gestion, à travers le monde. Il y a peu de fonds de gestion qui vont battre leur indice de référence et aussi bête que ça puisse paraître, parce que des fois, quand tu le donnes à l'investisseur, il a presque un goût de tu sais, ça paraît trop facile. Tu sais, c'est presque comme si on te disait, c'est presque comme si on te disait: «Bah, tu veux perdre du poids, bois de l'eau» et tu sais, la personne va dire: «Bah, non, c'est pas possible que je perde du poids aussi simplement qu'en buvant de l'eau». Pour la perte de poids, oui, c'est vrai, mais pour l'investissement en bourse, pour le coup, oui, c'est une chose aussi simple que ça, que de faire un DCA sur des ETF. Ça suffit largement et il y a pas besoin de forcément aller dans des stratégies compliquées avec, des ratios et la plupart des gens qui vont vous vendre des trucs complexes, c'est parce qu'ils veulent votre pognon à la fin des fins, c'est pas parce qu'ils veulent, vous donner quelque chose de facile, sinon ils vous auraient donné la première méthode et vous auraient laissé avec ça et ça vous servira largement. Là où tu as parlé de l'AMF et j'ai trouvé ça, intéressant, c'est que moi j'avais dû le passer aussi en travaillant en banque et un peu comme toi parce que moi pareil, moi je suis une formation juridique à la base, j'ai droit des affaires et fiscalité, donc on va dire sur tout l'aspect,
juridique et cetera. J'ai toujours été, très à l'aise dans mon métier de banquier, parce qu'on va dire que j'étais surqualifié pour la partie juridique dont j'avais besoin. Par contre, sur l'aspect, finance, économie, bah, forcément, j'avais des lacunes parce que ça n'avait pas été mon domaine. Moi, je m'étais, auto-formé, on va dire, sur l'aspect pratique directement et c'est vrai que quand, comme toi, j'ai passé l'examen de l'AMF, il y a des questions, tu sais, c'est des espèces de coefficients, de calculs financiers, des trucs où tu devais avoir en master de finance. Moi aussi, c'était des trucs où j'étais là, mais vraiment, je vois pas en quoi ça va aider un client que ton conseiller financier, il sache, ce genre de Ouais, trucs, quoi. c'est ça, ouais. OK, OK, OK. Et du coup, tu dis justement que tu avais postulé pour travailler dans des fonds ou dans des, cabinets. Qu'est-ce qui fait que tu te mets à ton compte? Bah, parce que j'ai trouvé personne pour me prendre. J'ai trouvé OK, personne pour me prendre au conseil non rémunéré par les fonds placés. OK, Aussi simple que ça. Et je mens pas quand je dis que le LinkedIn ou la boîte mail, elle clignote 1 fois par semaine en me disant: «Venez travailler chez nous». Donc je leur demande leur mode de rémunération, leur façon de travailler. Je dis: «C'est impossible que je fasse ça». Je dis: je peux pas travailler, je peux pas faire ça». Et beaucoup de monde m'a dit que j'allais me casser la gueule, que je vais pas réussir à vivre à l'honoraire et de faire ça. De bouger à mon échelle, un petit peu l'industrie et si jamais vraiment ça devait pas marcher, bah, je ferai autre chose. Mais je pourrais je pourrais plus maintenant retourner dans le enfin, je pourrais même pas, enfin, c'est même pas retourner, je ne pourrais pas aller dans le monde bancaire en sachant que je devrais vendre des fonds et des produits maison, gorgés de frais. C'est c'est impossible. Franchement, c'est impossible. Aujourd'hui, c'est impossible pour moi. Je peux plus faire ça et je ne le ferai pas. OK. Du coup, tu te rémunères en honoraire, pour que ce soit bien clair pour nos auditeurs. Ça veut dire Oui, qu'un client qui vient te voir, il te paye, une prestation de conseil. oui, on facture, ouais. Comme un avocat, comme un notaire, comme un expert comptable finalement. Qu'est-ce qui Oui. te distingue d'eux? Bah, c'est l'analyse financière. Le comptable, il va être très, très fort dans tout ce qui est montage, de société et de comptabilité. C'est son job. L'avocat fiscaliste, il va être meilleur que moi. Ça, moi, je j'ai pas la prétention d'être avocat fiscaliste, mais le conseil non rémunéré, non biaisé est le conseil pour moi qui devrait exister partout. On devrait pas pouvoir pousser un produit X ou Y parce que le conseiller prend 6 à 7 dans le dos des clients, même s'ils disent que le client est averti et qu'ils sont obligés de le dire, le client ne sait même pas qu'une autre industrie existe. Quand on quand ils arrivent chez un agent d'assurance ou dans une banque et qu'on leur dit qu'il y a 5 de frais d'entrée, qu'il y a, 1 de frais de gestion, qu'il y a 0,5 d'arbitrage, que tous ces frais qui s'accumulent, les uns sur les autres, le client il pense que c'est normal. J'ai rencontré des clients l'année dernière, ils avaient trop d'argent sur leur livret A, trop d'argent sur les comptes courants et ils comprenaient l'inflation et ils m'ont dit, «Bah, pour se protéger de l'inflation, on a ouvert une assurance vie parce qu'on avait trop d'argent sur les comptes et on voulait se protéger de l'inflation». Ah, je dis: «Ah bah, ah oui, c'est ce qu'il faut faire». Je dis: «C'est normal, il faut pas laisser l'argent à zéro». Et je dis: «Je peux voir votre assurance vie?» Et la dame elle était: «Ah non, je peux pas trop», bah, je dis: «Moi, je vais rien vous faire, hein». Je lui dis: «Je regarde où c'est que c'est placé, je vous donne mon avis, après vous faites ce que vous voulez avec, hein». Elle me sort la feuille, elle me déplie la feuille, j'ouvre la feuille, je regarde, ils avaient déposé 50 000, ils avaient 46 000 € sur le compte, sur l'assurance vie. Je leur ai et là, je et j'ai regardé, j'ai secoué la tête et j'ai dit: «C'est comme ça que vous protégez votre argent». Je dis: «Vous m'avez dit que vous aviez 50 000 € sur les comptes courants et livret A, que vous vouliez vous protéger de l'inflation et que vous êtes allés dans une assurance vie pour avoir 46 000 au bout de 10 mois». Et elle me dit: «On m'a dit que ça allait descendre». J'ai dit: «Mais les clients ne savent pas qu'autre chose existe. Ils n'ont pas conscience qu'il y a une autre façon de faire». Et quand je leur montre avec des tableaux, les 5 les frais d'entrée, par exemple, sur un versement de 300 €, qui manque 15 € tous les mois et que je leur montre qu'est-ce que ça fait au bout de 15 et 20 ans, leur première réaction, hein, ils me disent: «Monsieur Vetta,
c'est pas possible ce que vous me dites là. Mon conseiller peut pas me prendre autant». Je dis: «Si, si, votre conseiller vous prend autant». Mais je dis: «Vous le voyez, vous avez pas de facture». J'ai dit: «C'est ce qui disparaît de votre capital, tous les ans». Je dis: «Aussi longtemps que vous allez rester investi, le conseiller se rémunère sur vos fonds». Le conseiller, la banque, et heu et souvent on pense que c'est moi qui mens. Ah, C'est vraiment ils veulent pas te croire quand tu leur annonces les frais. non, ils veulent pas me croire parce qu'ils disent: «C'est pas possible, mon banquier me fait pas ça, c'est pas possible». Je suis allé le voir, je lui ai demandé et c'est pas possible qu'il fasse ça. Je dis: «Si, si, c'est possible qu'il fasse ça». Je C'est dis: marqué là, regarde. C'est comme ça qu'il fait». J'ai d'autres après tu me dis si on a le temps, mais je terminerai sur un autre exemple. Oui, vas-y, vas-y. J'ai un autre client qui m'appelle et qui me dit: «Monsieur Beda, j'ai trouvé la banque vient de m'appeler, en urgence, ils sont en train de créer un fonds, ils ont vu que j'avais 85 000 € sur le compte courant, ils cherchent des clients pour lever, je sais plus 1,5 million ou 2 millions sur le fonds. C'est bloqué pendant 6 ans et j'ai un coupon de 4 par an payé». J'ai vérifié ce que vous m'avez dit, hein, ce que vous m'avez c'est vraiment 0,5 de frais d'entrée, 1 de frais de gestion, c'est vraiment minimum, qu'est-ce que je fais? Il faut que je signe, il faut que j'envoie la réponse à la banquière. Et je lui dis: «Je suis au volant, je peux pas vous répondre». Je dis: «Envoyez-moi les docs, les DIC et puis je regarde et je reviens vers vous en fin de semaine et on fait le point». «Ah OK, on fait ça, je vous fais des photos, je vous envoie tout». J'ai dit: «Oui, oui, envoyez-moi tout». Il, heu, il m'envoie les docs, je regarde, je le lis. Je suis retourné le voir, je lui avais fait un petit dossier, je lui ai tout imprimé. Je lui ai dit: «Il vous pique 9 par an». Il m'a dit: «Comment ça, il pique 9 par an? C'est impossible!» Et je dis: «Si, ils sont accrochés sur un truc qui a fait 15 les 5 dernières années et ils vous payent que 4». J'ai dit: «Donc ils vous prennent 9». «Wouah, c'est pas possible, c'est incroyable». Je dis: «Là, c'est écrit en tout petit. La surperformance à 4 est due à la banque». Franchement, c'était écrit sur 3 centimètres en caractères de 3 ou 4, hein. C'était vraiment Ouais, c'est minuscule en minuscule, ouais, j'ai déjà vu. et heu et il m'a dit: «Lundi, je ferme tout. Lundi, j'arrête, je ferme tout la banque». Et heu et là, je lui dis: «Sans me voir vous alliez être heureux. Sans me voir, vous alliez être tous les ans, vous vous êtes dit: "Bah, j'ai placé mes 80 000 et j'ai 4 de coupon tous les ans net". Ou brut, je sais plus, c'était brut ou net, c'est pas grave. Mais j'ai dit: «Vous étiez content parce que vous pensiez avoir trouvé une martingale qui vous paye un truc 4 par an sur le capital». Je dis: «Alors que vous prenez le risque et vous êtes accroché sur un truc qui fait 15 par an, les 5 dernières années». Bah, le mec, il était malade et en fait, sans avoir un deuxième avis sur les fonds placés, tu vois? Même les clients qui ont déjà des assurances vie ou des PEA, des PER, ah ben, ils ont pas le contre-avis. J'ai une cliente la semaine dernière, elle m'envoie assurance vie, il y a écrit plus 15,6. Elle me dit: «Je comprends pas ce que ça veut dire». Bah, je lui dis: «Regardez au-dessus, il y a écrit en 8 ans». Ben, vous me divisez les 15,6 par 8, si vous avez fait 2 par an. Même pas. Et elle me dit: «Non, non, mais c'est pas 8 ans, il a plus de 10 ans le contrat». Et je dis: «Bah, c'est encore moins». Et elle me dit: «Mais c'est pas possible». Elle me dit: et je dis: «Si, c'est voilà, c'est la réalité et c'est du». Moi, je dis toujours: «L'argent, c'est un flux dans la vie. Ça vient, ça part, il y en a un peu plus, il y en a un peu moins, mais c'est la vie, c'est comme ça». La seule chose que les clients ne ne pourront pas reprendre, c'est le temps qui est passé. Venir voir un conseiller de gestion de patrimoine en disant: «J'ai 20 ans ou 30 ans devant moi ou 15 ans devant moi pour investir», c'est pas la même chose que de dire, «J'ai plus que 5 ans avant la retraite». Et 5 ans avant la retraite, vous pouvez mettre 2 000 € par mois, vous rattrapez pas un jeune qui a mis 300 ou 250 € par mois depuis qu'il a 25 ans. Vous rattrapez plus. Et pourtant le jeune, il aura mis moins d'argent que son aîné. Et c'est un vaste sujet, mais le le conseiller de gestion de patrimoine non rémunéré par les fonds placés, il est étouffé par l'industrie. On n'a pas de visibilité. Il y a pas de, on peut même pas nous trouver sur internet. Tu vois, tu cliques, il devrait y avoir un catalogue ou un site pour dire, bah, tous les conseillers de gestion de patrimoine non rémunérés par les fonds, ils sont enregistrés ici. Ouais, oui. L'ORIAS Ou l'ORIAS ne partage pas ça. ou carrément qu'il y ait 2 professions différentes. Vous faites pas le même métier en soi. Voilà. Et les autres, hein, et je vais me faire plein de copains. Les autres, ils disent, ils sont CGPI. Je Ouais. suis CGP indépendant. Alors moi, je les tacle un peu sur LinkedIn.
Je lui ai dit: «Écoute, moi, je suis du métier, mais j'arrive pas à comprendre ton mot indépendant». J'ai dit: «Tu es indépendant quoi? Parce que tu as créé une SAS ou tu es indépendant parce que tu es pas rémunéré sur le conseil? Par les fonds placés?» Et ben, il répond pas parce qu'il sait que je l'ai, parce qu'il va chercher ce mot indépendant en disant: «Je suis CGP indépendant», mais c'est pas vrai, il est pas indépendant au conseil. Il est juste indépendant parce qu'il a créé une structure et il est affilié à un groupe à un groupe à un groupe tentaculaire qui est derrière eux, où ils ont aussi essayé de ils m'ont approché, hein, et ils m'ont dit: «Quand tu travailles, tu fais tout ton voisinage, toute ta famille, tes frères et sœurs, tes Oui. copains, tes collègues et tu leur vends des assurances vie, des produits, mais machin. Tu rémunéreras un petit peu moi qui t'a recruté et moi qui t'a recruté, je rémunère un peu plus haut et tout». Et je leur dis: «Mais c'est quoi ça?» Je dis: «C'est un Ponzi». Elle me dit: «Non, non, non, un Ponzi c'est interdit, hein, monsieur». Elle me dit: «Arrêtez de raconter une connerie». Je dis: «Beh, c'est quoi alors?» Il me dit: «C'est une arborescence». Bon Et je essence. lui et je lui dis: «En plus, vous vous foutez de ma gueule». Et mais c'est terrible, hein. C'est franchement, c'est l'industrie, elle est à il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, il y a des gens à aider, il y a des gens à aider, il y a des contrats à remettre sur les rails. Il y a des même pour ça, même vous dire: «Ben non, c'est bon, ça fait 10 ans que j'ai une assurance vie, elle tourne, c'est pareil, j'ai pas de problème». Ou mon assurance vie à 3 ans, l'argent est bloqué 8 ans, c'est que des conneries. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi et en plus, ce qu'il faut bien que les auditeurs retiennent, c'est que moi, j'étais de l'autre côté de cette industrie. Alors heureusement, pendant que j'ai payé indépendant, j'avais quand même la chance d'avoir, un certain confort dans mon métier parce que en tant que banquier, banque privée, j'étais quand même un peu protégé de tout ça. Je proposais ce que je voulais, ça faisait partie un peu fallait voir que, globalement, dans la hiérarchie de la banque, j'étais considéré comme un directeur d'agence en termes de rôle. Donc j'avais une certaine autonomie sur ce que je proposais aux clients et je sais que j'ai jamais proposé des trucs à la con parce que entre guillemets, bah, voilà, faut avoir un minimum d'éthique professionnelle et c'est pas pour rien et des fois je raconte ce type d'anecdote, sur le podcast et on en parlait tout à l'heure, ensemble en off Frédéric, que des fois j'ai des anciens clients de la banque qui me recontactent pour me demander du conseil pour savoir si mon remplaçant leur propose des bons placements ou pas. Parce que moi j'avais vraiment cette philosophie d'expliquer aux clients, de leur dire: «Voilà ce que je peux vous proposer, voilà pourquoi je le trouve nul, voilà pourquoi je vous propose ça, voilà pourquoi je le trouve mieux». Et entre guillemets, par contre, tout ce que tu viens de nous dire sur, la rémunération des faux placés, les droits d'entrée sur les assurances vie, des assurances vie qui avaient rapporté 1. Moi, je sais que les rendez-vous que j'ai le plus détestés en tant que qu'ancien banquier, c'était quand j'allais rencontrer des clients à l'époque, où mon prédécesseur avait fait n'importe quoi sur leur contrat. Les clients ne savaient pas pourquoi et moi, du coup, je devais, tu sais, parce que tu as toujours un effet de confrérie, tu peux pas juste taper sur ton prédécesseur, puis même ça peut être, entre guillemets, «c'est toujours dévalorisant de parler mal de quelqu'un», tu vois? Tu peux pas juste ça peut pas être ton seul argument. Et le problème, c'est que du coup, j'étais en train de me faire des nœuds au cerveau pour essayer de comprendre ce que mon prédécesseur avait fait. La fin des fins, c'est que quand le client il vient te voir et te dit: «Qu'est-ce qu'elle a fait mon assurance vie?» et que comme tu dis, le mec a gagné 1,5 net en 15 ans, bah, c'est compliqué parce que tu sais très bien que pendant ce temps, entre guillemets, sur les fonds, il a placé les frais de gestion, qui ont été pris par la banque, qui sont stratosphériques, qui sont de 3 ou de 4 fois ce que le client a gagné. Ou alors moi-même, des fois, j'avais des clients qui se retrouvaient avec 4 contrats d'assurance vie. 4 contrats et quand je leur disais: «Pourquoi vous avez 4 contrats?» on me disait: «Bah, le conseiller m'a fait ouvrir 4 contrats». Et j'étais là, mais en fait, il y avait enfin, je pouvais pas le dire vraiment si simplement au client, mais il y avait aucune raison que le conseiller lui ait fait ouvrir 4 contrats. Il l'avait fait parce que ça lui faisait ses chiffres. Et parce que tu es dans une industrie où la personne qui t'apporte le conseil, elle a d'abord son intérêt à elle, qui est soit financier, commission, soit, en termes commerciaux, s'il est dans un groupe, une banque, peu importe, avant l'intérêt du client. Et je suis totalement d'accord avec toi qu'il y a plein de choses à faire là-dessus. Et c'est pour ça que, tu vois, moi, je regarde toujours d'un très bon œil une plateforme comme Finari, et ben, en plus, je suis même pas même pas rémunéré, j'ai aucun partenariat avec eux, mais ils ont mis le doigt sur quelque chose, c'est permettre aux gens de comprendre via des outils efficaces combien ils payent, combien ils auraient dû gagner, quels sont leurs frais de gestion, de leur montrer sur 20, 30 ans ce que ça fait, dans leur placement et de bien se rendre compte qu'effectivement, comme tu dis, cette industrie-là du placement de l'argent, pique dans votre poche en permanence. J'avais fait une fois un épisode de podcast qui s'appelait, «Les banques piquent votre argent» et c'était, exactement ça que j'expliquais, que c'était via les fonds, via,
les frais de gestion, via les droits d'entrée, via le fait qu'ils te faisaient parfois investir sur des placements où tu étais bloqué, tu vois? Peut-être qu'on parlera ensemble du plan d'épargne retraite, mais voilà, un client qui a un certain âge, qui est pas très loin de l'âge légal de l'épargne à la retraite, qui a une grosse rémunération, qui va avoir une baisse de sa rémunération une fois qu'il est à la retraite, ça peut avoir du sens d'ouvrir un PER. Un jeune de 20-30 ans aujourd'hui, il a pas à bloquer son épargne sur un PER, c'est pas intéressant pour lui. Il a mieux fait de l'investir sur un PEA, de l'ouvrir sur un compte titre, sur quelque chose où à la fin des fins, si dans 10-20 ans, il a besoin de récupérer l'argent pour lancer une boîte, pour acheter de l'immobilier locatif, il pourra le faire. Si c'est sur un PER, il est bloqué. Ouais. Et le et 80 des clients que je rencontre et que on dit, «Le PER, vous allez être refiscalisé à la sortie», personne ne le sait. Ou ils ont oublié ou on leur a pas dit, je sais pas. Mais il me dit: «Ah bon, mon conseiller m'a jamais dit que je repayais de l'impôt sur ce que je sortais». Bah, je dis: «Rappelez-le, tenez-moi au courant». Il y a personne Oui, qui rappelle. Il y a personne qui rappelle, ouais. bizarrement. C'est, c'est terrible. Non, c'est terrible, c'est terrible. L'assurance vie, on le dit beaucoup sur internet avec les gens qui ont le droit d'ouvrir leur bec. 9 cas sur 10, l'assurance vie, c'est le mauvais placement. Ah, le mauvais véhicule, pardon, le mauvais véhicule. C'est déjà bien d'investir et d'épargner, mais 9 fois sur 10, c'est pas dans l'assurance vie qu'il faut le faire. Il y a d'autres choses en France où on peut investir, on peut avancer et c'est pas forcément l'assurance. Et il faut comprendre les véhicules fiscaux avant d'investir dans quoi que ce soit. Faut le Il faut comprendre ça, c'est la base de la base et après une fois qu'on a compris les véhicules fiscaux, qu'on comprend ce qu'on peut mettre à l'intérieur, bah, c'est roulis jeunesse. Après c'est la ça va être la j'ai plus trouvé mon mot maintenant. Heu, l'assiduité de l'épargne tout au long de sa vie qui va engendrer du rendement. Et Ouvrir une assurance vie aujourd'hui et la laisser mettre 2 000 € dessus, la laisser mourir, attendre que dans 40 ans il y ait de l'argent dessus, il y aura pas beaucoup d'argent dessus, hein. Il y aura, ça fera pas des miracles, hein. Même si vous êtes au conseil indépendant. Mais c'est l'assiduité de l'épargne continuelle, chaque mois, même minimum, qui va vous faire des gros résultats. C'est vraiment les petits ruisseaux qui feront des très grandes rivières. OK, on a parlé maintenant de la théorie, si on va un petit peu dans la pratique. Toi, comment tu travailles? Par exemple, demain, il y a un client, il vient te voir, il te dit: «Bon, ben voilà, je pense que je devrais avoir, besoin, d'aide pour la gestion de mon patrimoine, j'en ai parlé à mon expert comptable. Bon, il m'a donné quelques conseils, mais bon, je sentais que voilà, l'aspect financier, c'était pas son truc. Je me sens pas d'aller voir un avocat parce que je sais pas moi, aller voir un avocat, je me dis: "C'est vraiment pour les chefs d'entreprise, les gens qui ont des family office et cetera". Voilà, moi, je voudrais un avis sur mon patrimoine immobilier, j'ai un petit peu de financier, j'essaie de voilà, de faire avec mes connaissances, le banquier m'a proposé quelques placements. Comment est-ce que toi tu peux aider cette personne-là et combien ça lui coûtait à peu près? Bah, l'avantage avec moi, c'est que, vu que je maîtrise l'immobilier, c'est que je vais réussir à faire vraiment une vision 360 sur le pat patrimoine global. Il faut que il Plus j'en sais sur le client, plus je vais réussir à affiner le conseil. Ensuite, il va falloir définir, ses objectifs et pourquoi il veut investir, pour quel horizon de temps. On va définir son appétence au risque, quel profil il a, parce on peut pas, proposer à chaque client la même chose. C'est pas tout le monde fait ci, tout le monde fait ça, c'est pas vrai. On va faire attention à sa transmission, on va essayer de chiffrer, on va essayer de voir si on peut optimiser avant que les enfants ils aient à passer à la caisse, si jamais vraiment il devait arriver quelque chose. Il faut prévoir ça, ça s'anticipe. Ensuite, ça commence par un bilan patrimonial global. C'est l'accompagnement se fait toujours en 2 étapes. Le bilan patrimonial global, on regarde et on fait une photographie à l'instant T de tout ce que le client possède et a. Et ensuite, je lui fais un rapport d'adéquation. C'est-à-dire, on va faire, soit je remets au carré ce qu'il a déjà mis en place, en lui disant: «Ce placement-là, il coûte beaucoup trop cher et on va pouvoir le mettre ailleurs». Des fois, il y a des clients, ils veulent pas de risque, mais ils sont 100 en produits structurés. Et comprends pas trop comment ils sont arrivés là-dedans. Tu vas expliquer, des fois, on arrive à expliquer, à chercher un budget.
de pourquoi et comment ils doivent investir. On va définir l'épargne de précaution pour pouvoir justement définir cette épargne mensuelle qu'ils vont pouvoir mettre entre leur gène le long de leur vie et pourquoi ils doivent le faire. Parce que si c'est pareil, si jamais ils commencent à le faire pendant 2, 3 ans et ils s'arrêtent pendant 10 ans, les résultats ne seront pas les mêmes à la fin. Je sais pas si j'ai répondu à ta question? Si, 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 tout à fait et concrètement, parce que tu fais un bilan avec lui, tu dis qu'il y a un accompagnement. Comment ça se passe? Il y a un premier rendez-vous, un second rendez-vous, il y a une revue dans le temps? Tu vois quelqu'un qui se dirait: «Est-ce qu'il a besoin d'un conseiller en gestion de patrimoine?» il sache un peu à quoi ça va ressembler, tu vois? Qu'est-ce que tu vas lui apporter concrètement? Oui, bah, je vais lui expliquer les solutions et je vais l'accompagner dans la mise en place de cette solution. En aucun cas, lui, il va me faire le virement de son argent, par exemple, à placer. Il a 100 000 €, 50 000, 30 000 à placer. Il me fait pas le virement à moi et moi, je vais lui placer ses sous et je lui envoie une capture d'écran de là où son argent est placé. Moi, je vais l'aider, lui, à placer son argent dans les meilleurs dispositifs qui existent. OK, Moi, en aucun cas, je prends l'argent des clients pour le placer. Moi, je suis pas OK, une banque. Je suis sous le secret professionnel au même titre qu'une banque, justement, mais je ne prends pas d'argent. Ça, c'est aussi un choix. J'aurais pu faire de la RPO, ça s'appelle, mais je ne le fais pas. J'aide le client et si jamais il n'y arrive pas, on le fait en visio, on ouvre les comptes ensemble et c'est le client qui bouge son argent et qui place son argent. L'accompagnement va durer en moyenne, il dure 1 an minimum OK, et moi je pars du principe, quand j'ai fini de lui expliquer et de l'éduquer financièrement, il est capable de voler de ses propres ailes. Il est vraiment averti et il sait ce qu'il doit faire et pas faire après. Et si vraiment il a besoin d'une deuxième année d'accompagnement, il y a une prolongation qui est faite, mais elle sera jamais du même montant que le premier bilan patrimonial. OK, d'accord et c'est-à-dire que toi, tu apportes vraiment, on va dire, un aspect déjà sur la fiscalité. J'imagine que tu regardes aussi la transmission peut-être aussi en fonction de la situation patrimoniale du client et on va dire tu lui permets par exemple, tu t'adaptes au client ou tu as ou tu des, où il y a des stratégies particulières que tu vas pouvoir dupliquer en fonction des clients? Comment tu fonctionnes? C'est-à-dire le gars vient te dire: «Voilà, j'ai 200 000 de financier, j'ai 2 biens immobiliers». Est-ce que tu vas forcément lui dire: «OK, gardez vos biens immobiliers, votre financier, on va le placer sur ça» ou ça va dépendre de ce qu'il te dit, ça va dépendre de son projet? Ça va vraiment dépendre, c'est vraiment au cas par cas, hein. D'avoir 2 biens immobiliers, ça va dépendre de quelle est l'année de détention, tu vois? C'est pas pareil si tu l'as 5 ans ou si tu l'as 25 ans. C'est pas la même discussion, c'est tout ce que tu m'as dit tout à l'heure. Maintenant, je me rappelle plus si c'était en off ou pas, mais quand tu as un bien immobilier qui est payé, heu, il faut comprendre pourquoi il le garde. Soit il essaye de te protéger d'un impôt ou de quelque chose, mais il faut comprendre pourquoi le bien immobilier il est encore là et pourquoi il est pas vendu. On va chercher peut-être soit optimiser, soit décupler. Parce que 2 biens immobiliers, ils pourraient peut-être en payer 4 ou 5 et le patrimoine s'en grossit aussi avec ça. OK, Et le financier, on va analyser, comme je dis tout à l'heure, l'appétence au risque et de pouvoir comprendre comment le placer. OK et pour toi, comment quelqu'un, sait à quel moment il a besoin d'un CGP? Le problème, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est que les gens pensent qu'ils n'ont pas besoin d'un CGP. C'est vraiment c'est le CGP, le CGP, c'est un terme générique. C'est un terme générique, mais moi, je me considère plus comme un facilitateur financier. C'est que je vais réussir à avoir des choses, à expliquer des choses au client pour que plus tard ça aille mieux. Que son financier soit meilleur. C'est 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 même pas le fait, tu vois, on dit il y a des bureaux et des cabinets qui n'acceptent pas les clients en dessous de je sais pas 200, 300, 400, 500 000 €. En dessous de ça, ils commencent pas à travailler. Pourquoi? Parce qu'ils ont une facture qui est au pourcentage de l'argent placé OK, et il faut même, même même si on épargne que 200 ou 300 € par mois, c'est magnifique, hein.
Si quelqu'un arrive à économiser 300 € par mois, c'est magnifique, mais il faut savoir où les mettre pour que les 300 €, ils grossissent à leur juste valeur. Il faut qu'ils prennent l'entièreté du rendement du marché et il faut qu'il y ait le moins de frais possible sur les 300 €. Tu vois? Mettre 300 € avec un conseil non rémunéré et mettre 300 € dans quelqu'un qui prend déjà 5 de frais d'entrée, de gestion, machin. En fait, tu places 270 ou 280 tous les mois au lieu de 300 et au lieu d'avoir 6 de rendement, tu as plus que 1,5. On fait le calcul, il te faut 200 ans pour arriver à quelque chose de, tu n'y arrives pas. Parce que le rendement, il est absorbé par la banque ou le fonds. OK, Donc OK. à partir de 300 € d'épargne, il faut savoir quoi faire. C'est vraiment là le et tous ceux qui ont des assurances vie déjà placées, déjà oubliez tout ce qu'on vous a dit, que c'est bloqué 8 ans, il va y avoir de l'impôt et tout. Il peut y avoir de l'impôt s'il y a une plus-value dans l'assurance vie, c'est normal. En France, dès que vous créez de la richesse, vous êtes imposé. Toujours. Il y a rien, ouais, c'est Voilà. Alors, moi, je préfère casser une assurance vie, je préfère casser une mauvaise assurance vie qui a 5 ans, 4 ans, il y a 10 000 € de plus-value, on paye l'impôt sur la plus-value de 10 000 et on repart sur quelque chose de sain. Il faut le faire parce que c'est comme si vous êtes sur une route, vous roulez, vous êtes en vélo, vous voulez aller de la point A, vous voulez aller de Paris à Strasbourg. Vous êtes déjà arrivé à Reims en vélo et on vous dit: «Écoute, vends le vélo, prends une voiture, tu arriveras plus vite à Strasbourg». Et le client il dit: «Non, non, non, mais c'est bon, je garde mon vélo. De toute façon, je vais arriver à Strasbourg». Mais le temps, la durée, c'est pas la même. En voiture, 1 heure après, il est à Strasbourg. Le vélo, il va mettre 3-4 jours. Là, c'est l'image elle est peut-être pas bonne, mais en fait, il faut jeter le vélo. Il faut jeter le vélo, il faut passer dans la voiture. Et le jour où vous êtes dans la voiture, vous faites Strasbourg, je ne sais pas, Strasbourg, Sydney, bah, vous y allez pas en voiture, vous prenez l'avion. Vous changez de nouveau de véhicule. Et il faut pas rester dans une solution juste en se disant: «Bah, je suis lancé là-dedans, il faut que je reste là-dedans». Non, il faut avoir le courage, il faut se laisser calculer combien que ça coûte de casser la mauvaise solution pour pouvoir aller dans une meilleure solution. Et enfin le gain l'impôt est rattrapé en 1 an ou 2 ans. je suis assez d'accord avec toi, surtout qu'en général, on surestime souvent, surtout sur l'aspect financier, en fait, on on surestime souvent ce qu'on a gagné, du coup, on surestime l'impôt qu'on va payer. Ça m'est déjà arrivé avec des investisseurs qui m'ont demandé l'avis sur des assurances vie et cetera et quand on fait le calcul, en fait, il y a 300 € d'impôt parce qu'en fait, même si l'argent a été placé 3-4 ans, en fait, il a rien rapporté, quoi. Voilà. Et le problème, s'il avait été investi 3-4 ans sur autre chose, il aurait fait un autre rendement. C'est vraiment ça le truc, c'est qu'on ne rattrapera plus le temps passé. OK. Si tu avais un seul, conseil à donner, pour un investisseur, qui aurait une trentaine d'années, qui commence à se poser les questions parce que ça y est, maintenant il est dans un emploi stable, il se dit qu'il va peut-être faire un petit peu d'immobilier, qu'il épargne chaque mois, disons 300 € sur son salaire comme tu disais. Si tu avais un conseil à lui donner, ça serait quoi? Un seul conseil, ça marche pas. C'est c'est plusieurs conseils, il faut qu'il fasse attention. Il faut qu'il fasse attention, à ses dépenses. OK. Il faut qu'il fasse attention à ses dépenses. Il faut pas qu'il, je crois que tu as dit ça dans un podcast il y a 2-3 semaines. Je me rappellerai Oui. plus du titre. Tu as parlé de ça, qu'il faut pas flamber en s'achetant la plus grosse voiture, il faut pas louer le plus gros appart. Oui, Il faut pas il faut pas aller faire un prêt et s'endetter à 35 pour acheter la plus grosse RP de la rue. Il faut vraiment, vraiment faire attention. On gagne de l'argent pour les jours où on n'en gagnera plus. tout à fait. C'est en fait, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut pas, bon, faut surtout pas vivre au-dessus de ses moyens. Ça, c'est déjà le premier point, sinon tu finis endetté. Mais c'est surtout de vivre légèrement en dessous de ses moyens. Ça permet justement de se dégager une marge qui permet de se payer, qui permet d'épargner et qui permet, comme tu dis, de pouvoir faire un jour que tu aies, une épargne quelque part, que ce soit financière, immobilière, peu importe et que justement, il y ait de l'argent de côté et en fait, ça débloque tellement de choses pour des projets. Je le vois, tu vois? Parce que, nous, on travaille avec des investisseurs qui veulent démarrer, l'investissement immo. Je le vois entre 2 investisseurs, l'un qui a, rien mis de côté et qui démarre avec vraiment une épargne limite et celui qui vient, qui dit: «Bah, en fait, moi, voilà, l'immobilier, je regardais ça de loin, mais en fait, ça fait 5 ans que je mets de l'argent de côté». Ça fait une différence de fou. Celui qui a de l'épargne, en fait, il peut aller beaucoup plus vite dans ses projets. On parle même pas en plus de quelqu'un qui, justement, un jour aura un projet d'entreprise, de rachat d'entreprise, de créer une boîte et cetera. Si vous avez rien, c'est difficile. Si vous avez de l'épargne, c'est déjà
un peu plus facile, même si voilà, c'est pas juste ça qui permet de créer une entreprise. Mais c'est évident que comme tu dis, mettre de l'argent de côté, faire attention à ses dépenses, c'est vraiment pour moi la base d'une bonne gestion financière et de en fait, un jour, comme tu dis, de moi j'ai toujours de pas dépendre de quelqu'un. Soit tu dépends d'un patron, soit tu dépends de l'État. Il y a que quand tu as de l'argent que tu dépends vraiment de personne. Chaque augmentation de salaire, elle doit être épargnée. C'est pas une augmentation du train de vie qui doit c'est pas le train de vie qui doit changer. C'est pas les vacances qui deviennent plus lointaines et plus longues. Tu vois? Si toute ta vie tu été heureux dans des vacances, des bonnes vacances, tout le monde est heureux comme il a envie d'être heureux, mais je veux dire si tu heureux à la côte atlantique ou dans le sud, dans un super camping et tu fait ça pendant 20 ans ou 15 ans avec tes parents et puis tu pris du plaisir, c'est pas parce que tu vas aux Maldives 3 semaines en 5 étoiles que tu auras créé des souvenirs, c'est sûr, mais tu auras dépensé tout ce que tu as mis de côté et épargné pour pouvoir vivre cette expérience et c'est encore pire si tu le fais sous crédit. Si tu te dis: «Bah, tant pis, je me prends un crédit, je fais un crédit de 10 000 et puis je vais aux Maldives pendant 3 semaines», c'est une très, très mauvaise idée. Qu'est-ce que tu en penses de la crypto? On l'a pas du tout abordé. Quelle est ta vision en tant que CGP? Ah, tu me chauffes là, tu me chauffes, tu me chauffes. La crypto la crypto, c'est un nouveau monde, c'est un nouveau monde. Pour moi, la blockchain, c'est quelque chose qui va révolutionner le monde. C'est vraiment quelque chose de génial. Après, adosser une valeur financière à un cryptoactif, moi, je suis pas très serein. Je suis pas très serein avec ça et je le conseillerais en diversification de patrimoine, mais à une hauteur maximum de 5%. Vraiment, 5% du patrimoine brut, 5% du patrimoine ouais, net, 8% du financier? Comment tu comme le comme comme tu as envie, du financier, du brut, du net, si tu as envie 5%, mais ouais, 5% d'un patrimoine brut, prenons un investisseur, je sais pas moi, qui a 1 000 000 € non, qui non, ouais, patrimoine, financier net alors si tu veux. OK, Financier financier net, OK. pas financier de l'épargne, s'il a 20 000 € d'épargne et ben maximum c'est 5%, quoi. C'est 1 000 €. C'est 1 000 € dans la crypto-monnaie et j'en ai vu plein des gens, des investisseurs, vraiment, vraiment, vraiment plein. Quand, heu, quand tout est vert, quand les bougies sont vertes, quand les tableaux sont verts, tout le monde est le roi du monde. On est tous les rois du monde. En 2025, on nous avait promis le bitcoin à 200 000 € en décembre. Il y a des mecs qui sont rentrés, j'ai vu des clients, ils m'ont dit: «Fred, j'ai loupé les 2 grosses dernières hausses du bitcoin, celle-là, je ne la louperai pas». 40 000 € de cash dans le bitcoin à 120 000. C'est c'est une, quand ça monte, on a le moral. Mais Mmh voir et mais voir une perte sur un compte, franchement franchement, il faut avoir le cœur attaché. c'est marrant parce que, tu vois, là, je suis à la fois, très en accord avec toi et puis en même temps, j'ai quand même une petite voix, différente. C'est que globalement, tu vois, tu me dis qu'un client, il rentre 40 000 € d'un coup sur un actif qui est, globalement en bitcoin à 120 000, je sais même plus combien c'était son ATH, même pas 130 je crois, bref, il est quasiment rentré au plus haut. En soi, le client qui met 40 000 € sur le bitcoin ou 40 000 € sur l'or à 4 800, pour moi, c'est la même chose. Tu vois? C'est-à-dire que moi, je fais pas de différence aujourd'hui entre la crypto en tant qu'actif et en tant que, par exemple, de l'or, en tant que, de la bourse, par exemple. Là après, je distingue quand même Bitcoin et autres cryptos, attention, hein. Pour moi, le Bitcoin, c'est un truc dans 20 ans, c'est encore là. Tu prends la plupart des autres cryptos, je peux pas te dire combien en seront encore là dans 20 ans, mais probablement pas beaucoup. Le truc, c'est que pour moi, c'est plus une question de bonne gestion. C'est-à-dire que pareil, même un client qui aurait rentré 40 000 € sur le Nasdaq au plus haut, tu vois ce que je veux dire? On les revoit dans 10 ans entre ton client qui a acheté du bitcoin, maintenant à 120 000, qui a mis 40 000 € et celui qui rentre sur le plus haut d'un n'importe quel actif, tu vois? De manière générale, pour moi, c'est plutôt la méthode, c'est que tu ne rentres pas au plus haut en mettant tout ton cash d'un coup. Soit tu rentres en DCA, soit tu attends que ça redescende pour rentrer. Oui, c'est le faux mot, il a dit: «Je veux pas louper la troisième vague». Mais quand tu rentres 40 000 € sur le Nasdaq au plus à son ATH, tu prends pas 50 moins 50 en, en 6 mois. Tu peux, tu peux, ça dépend du marché.
Moi, j'ai rencontré des clients, ils étaient 100 de leur épargne, je dis bien 100 de leur épargne investie en crypto-monnaie. Je lui ai demandé au mec s'il avait pas mal à la tête et ça, c'était à l'ATH de 120 000. Oui. Je ne l'ai pas revu. Je ne l'ai pas revu et je veux pas le rappeler. Non, mais je peux pas parce que je lui ai dit: «Vous avez un problème». Le mec, il m'a répondu, il m'a dit: «Vous inquiétez pas, j'ai pris une formation de trading. Tu sais quoi? Là, je prends le cahier, je le ferme, je pars. J'arrête». C'est pas Je peux comprendre. Là, pour le coup, forcément, vous serez dans le même monde, c'est assez évident. il y a tellement de choses à faire. Je l'ai dit tout à l'heure, la finance, les investissements sont simples. Si vous faites des choses qui deviennent compliquées, vous êtes dans la mauvaise direction. Tu as comparé le bitcoin à l'or et moi j'ai envie de te dire, je vais faire un raccourci, c'est que les vendeurs de formation, «Suis ma formation crypto, machin et compagnie», le bitcoin, c'est l'or numérique. Tu vois, ils ont accroché quelque chose sur le bitcoin pour faire rentrer dans l'inconscient des gens que ça pouvait être de l'or. Alors on peut en discuter pendant 3 jours, hein. Je pense que tu vois, moi, par exemple, j'ai jamais acheté d'or et c'est vraiment pas un actif que je mettrais dans mon allocation. Je connais beaucoup de gens qui investissent de l'or. J'avais des clients quand j'étais en banque privée qui investissaient dans l'or, qui ont fait des très belles plus-values. Tu vois, par exemple, c'est peut-être après une question de, c'est toujours pareil de philosophie de l'investissement, tu vois. Mais je sais pas. Pour moi, le problème de l'or, soit tu achètes de l'or physique et tu la mets où? Tu la mets dans un coffre, ça coûte de l'argent. Donc, entre guillemets, tu as un actif qui ne rapporte rien, qui ne crée pas de valeur, qui est juste sa valeur intrinsèque qui peut prendre de la valeur, mais qui va te coûter de la sécurité. Tu le stockes chez toi, tu as un risque de vol, peu importe la manière dont tu le conserves. Tu l'achètes en ETF, donc tu achètes de l'or papier. Donc, en fait, tu soi-disant achètes un actif qui est anti-crise en le raccrochant à une manière de l'acheter qui, dans tous les cas, si un jour ça pète, pètera en premier. Finalement, mon bitcoin que je peux mettre sur une ledger, peut-être qu'on peut discuter de est-ce que c'est, vraiment de l'or numérique ou pas. Je sais qu'entre guillemets, moi, je peux le sécuriser sans que ça me coûte de l'argent d'une certaine manière, où je sais que dans 10 ans ou 20 ans, je peux le retrouver. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais. pour moi, je pense qu'on sera pas d'accord sur le sujet, hein. Je te dis pas ça Non, mais il y a pas de souci, c'est pas c'est pas pour on est là. mais je trouve ça intéressant parce que pour moi les 2 thèses se tiennent et pour moi, tu vois, je suis à l'aise avec les gens qui, par exemple, qui sont très pro or. Moi, par exemple, je ne le suis pas du tout, mais je peux comprendre et je peux comprendre quand tu le challenges de cette manière-là. Je vois juste que tu vas avoir des avantages et des inconvénients dans les 2 et pour moi, c'est plus en fonction de chaque investisseur. L'un va plutôt avoir une appétence. Moi, j'en connais plein des investisseurs pour qui les cryptos, ça parle pas. Ils aiment pas ça, ils considèrent que c'est du scam ou que c'est, ou que du jour au lendemain ça s'effondrera et cetera. Moi, à l'inverse, tu vois, par exemple, tout ce qui est or, matières premières, moi, personnellement, ça me parle pas. J'ai du mal à, même si je vois bien et que c'est vrai que ceux qui sont, par exemple, ceux qui vont te dire: «Oui, portefeuille antichrist, tu mets de l'or dedans». En théorie, demain, le monde s'effondre, tu pourras toujours, nourrir ta famille avec de l'or. Moi, je dis toujours: «Tu nourriras ta famille avec une arme à feu, pas avec de l'or». Donc c'est toujours pour ça que moi, je suis pas hyper copain avec les matières premières, mais en soi, les 2 théories se tiennent. Intéressant. Donc voilà. J'en profite pour te demander si les auditeurs veulent te retrouver, comment où est-ce qu'ils peuvent aller? Bah, tu peux leur laisser mon numéro de téléphone sous le podcast, il y a aucun OK, souci, ils peuvent super. m'appeler Ce et sera sur LinkedIn, je réponds assez vite en général ils peuvent me trouver Beta Frédéric et ils verront CGP, non rémunéré par les fonds placés. OK, super. Bah, écoute, je mettrai ça, dans la description du podcast. Vous pourrez retrouver, Frédéric. Il y aura d'ailleurs un lien, pour le podcast, et un code que vous pourrez donner, à Frédéric. Vous le retrouverez également, dans la description et bah, écoute, on laisse le mot de la fin à l'invité. Qu'est-ce que tu auras envie de dire, à nos auditeurs, après qu'on ait échangé pendant quasiment 1 heure et demie? On a parlé de beaucoup de choses, d'investissement, on a parlé de ton métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant sans commission. On a parlé de la manière dont tu apportais du conseil, dont non, ce que tu pouvais éventuellement conseiller à quelqu'un, comment tu abordais un peu ces questions-là? Qu'est-ce que tu as envie de retenir un peu de tout ça? Moi, j'ai envie de dire à tout le monde: faites attention à vous. Il y aura pas de, on dit toujours qu'il y a pas de repas gratuit et vous pouvez pas devenir millionnaire en une nuit, ça n'existe pas. OK. C'est vraiment quelque chose sur le long terme. Et il y a pas plus chiant que le long terme. Tu vois? L'investissement immobilier, c'est du long terme, c'est chiant. L'épargne, c'est chiant, c'est long terme.
mais les résultats et les fruits, une fois que tu crées plus d'intérêt que de capital déposé, heu, les intérêts composés, c'est la 7e merveille du monde et ça, une fois que tu l'as compris, je crois que c'est Buffett qui disait: «Soit c'est toi qui les payes», je me rappelle plus de la phrase, hein, «soit c'est toi qui les payes, soit c'est quelqu'un d'autre qui les encaisse», ou un truc dans le genre, mais il faut les intérêts composés, c'est le Graal. OK, j'aime bien la citation, je l'avais celle-là de Warren Buffett, j'ai aussi autre alors je sais pas si c'est Warren Buffett, hein, je sais plus qui l'a, mais c'est globalement, la vague s'en va qu'on voit ceux qui se baignaient sans maillot de bain. Oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Parfait, j'aime bien le mot de la fin. Merci à toi en tout cas d'avoir été, l'invité de cet Merci à épisode. toi, Julien. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici et moi je vous dis, à lundi pour un nouvel épisode de podcast sur la fleuserie. À très bientôt. Ciao.